Bienvenue à mon univers spirituel, un espace dans lequel moi, Josie Gonzalez, thérapeute énergétique, je tiens à te parler de mon expérience dans l'énergétique, la spiritualité et les développements personnels. En forme de récit autobiographique, je cherche à partager mon vécu et à aborder des concepts qui me tiennent à cœur et qui pourraient t'aider de manière simple et concrète. Installe-toi confortablement et je te souhaite une belle écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, je voudrais vous parler de la méditation. Non pas seulement en tant qu'outil, mais comment j'ai commencé la méditation dans ma vie, à mon adolescence, quelles sont les croyances que j'avais à l'époque, et comment mes croyances et les techniques d'évolution ont évolué, et qu'est-ce qu'elles m'ont apporté dans mon cheminement spirituel. Tout d'abord, c'est remettre dans le contexte de l'épisode antérieur, donc jeunesse conflictuelle avec un contexte d'extrême violence et harcèlement qui a fait que je me réfugie dans les lectures et l'intérêt par les textes spirituels, la religion et le développement personnel. Du coup, j'ai commencé par la lecture des différents textes sacrés comme la Bible, le Coran, euh, les livres tibétains et différents courants hindouistes, etc. Donc, je me suis rapidement intéressé à la méditation, vraiment au terme méditation au sens large, et comment petit à petit, j'ai mis en place des stratégies, des pratiques que je prenais à gauche à droite pour créer mon propre outil de méditation à la longue. D'abord, j'ai commencé par la respiration. Donc, je me suis centré sur différentes techniques de respiration, entre la respiration consciente, la respiration alternée, donc on inspire d'un côté, on retient, on respire de l'autre côté, etc. La respiration avec un comptage, donc on inspire sur 3 secondes, on retient sur 3, on expire sur 3, on retient sur 3, ainsi de suite. Ensuite, j'avais des techniques de respiration auxquelles j'ajoutais de la visualisation, c'est-à-dire que j'inspirais par exemple une couleur et j'expirais une autre couleur, ou j'inspirais un mot et j'expirais un autre. Par exemple, une des techniques que j'enseigne aujourd'hui pour le développement de l'intuition, entre autres, c'est par exemple, c'est revenir à soi, donc en inspirant une compétence, une qualité que l'on veut absorber, par exemple la paix intérieure, et expirer celle négative qu'on veut extérioriser, qu'on veut enlever de soi, par exemple le stress. Ça, c'était vraiment un exercice assez pratique, utile, qui m'a permis vraiment de, par exemple, reprendre le contrôle sur les différentes émotions que je pouvais avoir. C'est vrai qu'en faisant la lecture de ces différents textes, il y a souvent la notion de nirvana qui vient, donc cette attente vraiment essentielle de pouvoir pratiquer, pratiquer, pratiquer pour pouvoir trouver et atteindre ces nirvana qui semblent vraiment impossibles. Même avec la pratique, on se dit, mais en fait, on va jamais y arriver. Surtout quand on part du principe que cette méditation, elle doit être le résultat de cette méditation, c'est de laisser complètement le vide, réussir à trouver le vide en soi, de trouver le silence complet, l'absence de pensée, etc. Donc on se lance en fait dans une course-poursuite au mental. On veut absolument qu'il se taise, qu'il n'y a plus d'images, de pensées, d'émotions, de mots, rien. Et du coup, ça enclenche en fait une croyance du fait qu'on n'arrive pas, que c'est pas pour nous, que c'est impossible. Et après quelques juste petites séances de méditation, on lâche. On lâche parce qu'en fait, on ne voit pas tout de suite les résultats, parce qu'on voit un résultat beaucoup trop grand. On attend quelque chose d'extrêmement énorme, qui est en fait l'illumination. Et on croit qu'après une semaine de méditation, on va y arriver. Tandis qu'en fait, rapidement, avec différentes méthodes, j'ai réussi à me poser les bonnes questions et à me dire qu'en fait, finalement, si j'arrivais déjà à observer ce qui s'est passé dans mon esprit, c'était déjà pas mal.
Donc, je suis passé par une méditation assise. Après, j'ai aussi découvert et puis pratiqué la méditation en faisant une activité. Parce qu'évidemment, dans certaines pratiques, pardon, on nous dit en fait la posture, la rigueur. C'est vrai que quand on pense au Bouddha et puis on se dit, ah, il a passé du temps et du temps dans une grotte, et même sous un arbre, il a été tenté, et puis il n'a pas bougé pendant des jours et des nuits, etc. On se dit, mais c'est juste impossible parce que je m'assieds juste 2 minutes, j'ai déjà l'esprit qui est parti ailleurs, les jambes qui commencent à s'engourdir, le dos qui commence à faire mal. C'est frustrant, c'est chiant, j'ai pas envie de faire ça, je bouge, j'arrête. Donc, la méditation en mouvement, en fait, quand on lâche l'idée que ça doit être parfait, que ça doit être d'une certaine manière, qu'on ne doit plus avoir des pensées, que ça doit être vraiment strict, ben, on arrive à se rendre compte qu'en fait, on peut tout à fait faire de la méditation tout en marchant, tout en ayant conscience de notre posture, de la cadence, de ce qui se passe autour de nous, etc. Et là, j'ai commencé à faire la méditation, en fait, des pleines consciences, qui, euh, qui étaient vraiment très intéressantes parce que, en tant qu'hypersensible et hyperactif, il y avait beaucoup de charge mentale, c'est-à-dire beaucoup de pensées, beaucoup d'émotions, beaucoup de réflexions, beaucoup de stimuli extérieurs qui envahissaient mon esprit, et puis que ce soit des pensées du passé, des choses qui me préoccupaient là sur le moment, ou même des projections de qu'est-ce qui va se passer demain, comment est-ce que je vais arriver à faire ci ou faire ça. Donc, à ce moment-là, le fait d'être dans la pleine conscience, dans le moment présent, m'a permis en fait de faire un petit peu d'espace dans mon mental pour pouvoir, par exemple, réviser mes tests, mes examens pour le lycée, des choses comme ça. Ou pouvoir justement créer de la musique, la danse, en ayant en fait conscience de ce que je faisais. Ensuite, je me suis intéressé à des pratiques assez particulières et très intéressantes que je vous propose de tester. Par exemple, l'observation d'un objet précis. Euh, on commence surtout avec les bougies. Donc, on va fixer la flamme de la bougie et on va voir en fait le mouvement, les couleurs, la forme, etc. Et puis petit à petit, on va aller plus à l'intérieur de cette flamme jusqu'à que on peut imaginer qu'on fait partie de la flamme, qu'on est la flamme. Et donc, on s'identifie à l'objet. Plus tard, j'ai décomposé cette pratique, puis j'ai lu en fait qu'il y a une autre étape qu'on peut faire, c'est par exemple si on observe une chaise, c'est de dire ok, je l'observe sur ces plans-là, je l'observe sur un plan latéral, depuis le dessus, depuis le dessous, et ensuite je vais décomposer dans mon esprit toutes les parties de cette chaise. Ça me rappelle des cours de dessin où en fait il fallait faire de la perspective, donc on prenait un objet puis on le dessinait sur tous les côtés, mais uniquement un côté à la fois sur une surface plate, quoi. Et uniquement ce qu'on voyait sous un angle. Bah là c'était pareil, sauf que au bout d'un moment, bah, en fait on décompose l'objet et on voit la structure. Ce qui est intéressant, c'est que des années après, je me suis penché sur ces techniques pour tout ce qui est la géométrie sacrée. C'est de composer des formes géométriques complexes en parties plus simples et ensuite les mettre en mouvement ou les mettre ensemble. C'est un exercice assez intéressant parce que ça permet de mobiliser la visualisation. Et cette visualisation, en fait, permet par la suite d'avoir un meilleur accès à la clairvision, à la clairvoyance. Voilà. Le principe de calmer le mental était une croyance très forte où je voulais absolument faire le silence, qu'il n'y ait plus rien qui se passe. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas réussi. C'est quelque chose de, pour moi, impossible parce que, en fait, plus je voulais aller vers le silence, plus j'avais des résistances, des émotions, des pensées, des paroles, des discours intérieurs qui s'est manifestés puis qui me créaient beaucoup plus de frustration. Jusqu'à un jour où j'ai lu en fait un article qui me permettait de dire qu'en fait, au lieu de créer les silences, j'allais juste ralentir la cadence. J'allais observer ce qui s'est passé dans mon mental, comme si j'étais au cinéma. De voir vraiment les pensées, les images passer, de ne pas m'y attarder. Et déjà, le fait de ne pas m'y attarder, de prendre conscience si je m'attardais dessus, c'était la méditation. Et là, une croyance a sauté, parce que la méditation jusqu'à là, c'était il doit y avoir du vide. Et là, quand on m'a dit, en fait, le fait que tu te rendes compte
qui était parti, embarqué par une pensée, et tu reviens à l'instant présent, c'est de la méditation. Le fait que tu prends conscience de quelque chose qui vient de se passer, c'est de la méditation. Et alors à ce moment-là, c'est devenu beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que j'étais capable d'observer ce qui s'est passé dans mon mental et de prendre conscience et d'un coup j'étais embarqué dans un souvenir, une image, une réflexion, une émotion, puis que j'étais parti loin et puis je me disais, oh, reviens. Alors comment je revenais, par exemple, avec la respiration? La respiration me permettait de revenir vers le moment présent où je me focalisais sur une partie de mon corps, la posture que j'avais, les surfaces qui touchaient le sol, etc. Et petit à petit, en fait, ce que j'allais faire avec ça, avec cette observation, ça allait devenir utile dans le sens où j'allais simplement essayer de réduire la cadence des pensées, réduire la fréquence avec laquelle les choses se déroulaient dans mon mental. Il faut dire qu'au début, en tant que bon hyperactif, bah, les choses tournaient vite, hein. J'avais même pas le temps de voir une, qui avait déjà une deuxième qui s'est présentée, etc. Donc effectivement, j'avais un peu moins de peine à partir avec, mais ça allait très vite. Donc c'était fatigant d'observer ce qui s'est passé dans ma tête. Et petit à petit, à force de pratiquer, ça ralentissait. Et plus ça ralentissait, plus ça créait de l'espace. Alors, c'était pas du vide, mais ça me permettait d'observer. Et entre observation de pensée et des pensées, j'arrivais à me connecter à mon ressenti. Ce qui a donné en fait la suite des techniques, c'est-à-dire que je me suis concentré par la suite sur qu'est-ce que je ressens, sur mon corps, donc au niveau physique. Est-ce qu'il y a des tensions dans mon corps? Je faisais le scan, hein. Il y a beaucoup de méditations guidées aujourd'hui qui font partie de ces techniques-là. C'est de scanner notre corps de la tête aux pieds, puis voir en fait les surfaces que l'on touche avec notre corps, comment notre corps est positionné, est-ce qu'on a chaud, on a froid, est-ce qu'il y a des picotements, est-ce qu'il y a une tension, est-ce qu'on sent en fait même le muscle qui est détendu. À un moment donné, en fait, qu'on prend conscience et puis qu'on passe au niveau de la tête, on se rend compte que sans le vouloir, on a la mâchoire qui est tendue. Donc à ce moment-là, hop, ça relâche, etc. Ça, c'était vraiment une très belle technique, surtout de relaxation avant de se coucher. Ça permettait d'apaiser en focalisant sur le corps, sur le ressenti, mais aussi sur les émotions. Donc, qu'est-ce que je ressens maintenant dans cette situation? Donc, ça me permettait finalement de pouvoir revenir à quelque chose de plus sain, c'est-à-dire prendre conscience de où j'en étais par rapport à une situation. Est-ce que je me sens bien ou pas? Et approfondir mon langage. Donc, commencer à mettre des mots précis sur les ressentis. C'est pas juste je me sens bien ou je me sens mal, mais est-ce que je me sens dans la joie? Est-ce que je me sens dans la gratitude? Ou est-ce que je suis dans la colère, dans la tristesse, dans la haine? Voilà. Et commencer à mettre des mots. C'est très très intéressant parce que par la suite, c'est devenu un sacré outil pour mon métier, autant d'éducateur que des thérapeutes, de pouvoir être conscient de mes émotions, mais aussi ressentir les émotions, les verbaliser, les montrer, les extérioriser, me libérer de ces émotions. Et donc, j'ai dépassé la croyance de ne plus penser à prendre conscience de ce qui se passe ici et maintenant. Plus je prenais conscience de ce qui se passait ici et maintenant, plus j'atteignais en fait la connaissance que si je ne me débarrassais du passé et du futur, je ne pouvais qu'être bien. Parce que même là que je sens par exemple une tension à un muscle, c'est OK. Il y a une tension dans le muscle, il n'y a pas de projection, je ne suis pas en train de réfléchir à pourquoi, comment, je ne suis pas en train de dire mince, pourquoi j'ai fait ces mouvements parce que je serai dans le passé, ou mince, demain je ne vais pas pouvoir faire ça parce que je serai dans le futur. Tandis que, OK, maintenant j'ai mal, c'est un constat, point final. Et ça a été vraiment apaisant. Ça réduit énormément la frustration de devoir faire le silence par juste me rendre compte de où j'en étais, ici et maintenant. Ensuite, c'était le mouvement. J'ai passé aussi par des techniques du tai chi, etc. pour, avec le mouvement, avec la fluidité du corps, prendre conscience du mouvement. Aussi avec le yoga, les différentes techniques de yoga, ou même tout simplement la danse, de prendre conscience de mon corps dans l'espace, de pouvoir me dire, OK, comment mon corps se sent ici et maintenant dans l'espace? Est-ce qu'il y a des tensions ou pas? Comment est-ce que je prends conscience du mouvement que je fais? Par exemple, si je fais une chorégraphie, comment mon corps se positionne dans l'espace? Est-ce que là, je suis bien placé? Est-ce que je suis de face, etc. Alors, à l'aide de miroirs, c'était très intéressant de faire les yeux fermés, ouvrir les yeux et voir en fait ma posture, si elle se représente telle que c'est représenté dans mon esprit.
Par exemple, pour la proprioception, c'est très, très, très intéressant. Par la suite, quand j'ai fait de l'enseignement en danse, que euh, quand on dit la droite, des fois les gens ils ne comprennent pas, enfin ils n'arrivent pas à différencier la droite et la gauche, par exemple. Ou si on dit, par exemple, quand j'ai donné des cours en fitness pour lever les bras à la hauteur des épaules, puis en fait les gens ils n'arrivaient pas à savoir quelle était la hauteur de leurs épaules. Ou écarter les jambes à la hauteur à la largeur de la hanche ou la largeur des épaules. Puis en fait, sans regarder, on n'était pas capable de vérifier en fait si on était dans la bonne posture. Donc, passer par le corps comme outil de méditation était très intéressant ensuite pour la pratique, puis la connaissance de son propre corps, de sa propre posture dans le corps, dans l'espace. Du corps dans l'espace, pardon. Et puis finalement, je passe aussi par la case nature. C'est-à-dire, je m'isole en fait dans la nature pour observer ce qui se passe autour de moi. Parce que dans la ville ou dans les groupes de gens, etc., bah, on est quand même envahi par beaucoup de stimuli. Tandis qu'en fait, quand on va en forêt, les stimuli ralentissent. Et si on focalise sur un objet, comme on le fait sur une bougie, par exemple, on va focaliser sur un tronc d'arbre, ou sur une feuille, ou sur une fleur, ou sur le bruit de l'eau qui coule, ou sur le bruit du vent qui, euh, qui fait bouger les feuilles d'un arbre, en fait, on va focaliser notre attention au fur et à mesure. C'est très intéressant parce que plus on focalise notre attention, plus on peut, par exemple, pour la suite, être plus pertinent, plus efficace dans une tâche au quotidien. C'est-à-dire qu'on améliore notre capacité de concentration. On arrive à mieux se concentrer sur une tâche unique à la fois. Et du coup, être de plus en plus efficace. Et aussi, par la suite, quand j'ai fait des soins à distance, par exemple, projeter des formes dans l'espace, focaliser sur une personne, ou par exemple, si je fais un soin dans un groupe, bah, c'est de pouvoir aussi focaliser mon attention sur le groupe, personne après personne, sans être perturbé par ce qui se passe à l'extérieur. Par exemple, quand j'organise des randonnées et puis que j'ai fait des soins aux personnes qui sont dans la randonnée, bah, c'est de focaliser mon attention. Alors, quelles sont les techniques que j'ai développées par la suite qui sont très intéressantes pour libérer la frustration de ne plus penser et de ne pas focaliser sur le fait qu'on pense? Donc, la première, c'était la respiration consciente. Comme je vous ai dit, le fait de respirer sur différentes techniques, chacun trouvera la technique qui lui convient le mieux. Est-ce que c'est une technique où on compte, puis on est conscient sur le comptage jusqu'à ce que ça devient inhérent à notre manière de faire, et puis du coup inconscient, et puis on se sent juste dans la respiration. Est-ce que c'est visualiser le passage de l'air et le ressenti que l'air laisse à son passage dans notre corps? Est-ce que l'air qui rentre est frais, puis l'air qui sort est chaud? Est-ce que c'est une question de par quelle narine je vais inspirer, par laquelle je vais expirer? Est-ce que c'est la visualisation avec la respiration? Comme je vous disais, on inspire la joie, on expire la tristesse. Il y a beaucoup de techniques de respiration qui aident à focaliser sur l'ici et maintenant, puis sortir en fait de cette guerre contre la pensée. Finalement, on se rend compte qu'en focalisant sur l'objet de la respiration, on n'est plus du tout en train d'éviter le mental ou de lutter contre le mental. Parce qu'une des croyances qui est très véhiculée, c'est le fait d'effacer le mental. Et finalement, en fait, avec l'expérience et les années, je me suis rendu compte que si j'efface mon mental, bah, je ne peux plus concrétiser quoi que ce soit. Je serai dans l'intuitif, ok, mais l'intuition ne me donne pas la méthodologie pratique pour mettre en place ce que je reçois comme intuition. Donc, le fait d'avoir arrêté de lutter contre mon mental m'a permis de m'allier à mon mental et me dire, ok, là, je focalise sur l'espace intuition, je reçois le message, je reçois l'idée. Ensuite, je me branche sur le côté mental, rationnel, qui va me permettre de trouver les ressources, les outils, la temporalité pour amener mon intuition à la réalité, au matériel. Ce qui est intéressant avec ça, ensuite, c'est que du moment où on lâche la résistance, la lutte contre le mental, ben en fait, on est beaucoup plus détendu et focaliser sur la respiration libère la frustration, l'intention, etc. Il y a une autre technique qui est celle du tapping. Du tapping, pour moi, c'est
je suis en respiration, je suis en train de faire un peu le ralenti de mes pensées. Et à chaque fois que j'ai quelque chose qui vient me déranger, que ce soit en termes de, à l'intérieur de moi, donc une pensée, une émotion, une image, un discours intérieur, bah, je vais donner un petit coup des doigts sur mon genou, sur ma cuisse ou avec mes mains, sur mon autre main, etc., pour signaler qu'en fait, je me suis écarté. Et ces petits coups me ramènent à l'instant présent dans mon corps, ici et maintenant. Mais ça peut être aussi fait lorsqu'il y a une, un stimuli extérieur. Je ne sais pas si ça s'entend, mais j'ai ma chienne qui fait des bruits à côté. Donc, pareil. Donc, si par exemple, on a un animal ou quelqu'un qui passe devant nous à ces moments-là, qu'on est en train de méditer, etc., et qui nous distrait, il nous sort de ces moments de présent, ben, en fait, tapoter revient au corps, revient à l'ici et maintenant. C'est notre conscience qui prend le dessus et dit, c'est OK, laisse passer et reviens dans l'ici et maintenant. Et la troisième technique qui me plaît beaucoup, c'est ce que j'appelle la liste des courses. Quand je fais une liste des courses, vous êtes d'accord avec moi que quand on met par exemple, euh, je sais pas, le pain, ben on va pas les mettre deux fois. À la limite, on va mettre la quantité de pain à côté, mais on va pas mettre plusieurs fois le même mot. D'accord? Une fois qu'on met un aliment qu'on va acheter, ben on le met une fois. Bah, c'est pour moi pareil pour les stimuli ou les pensées, etc. Si d'un coup il me vient une image, bah, je vais noter. C'est comme si je la mettais sur une liste et je note, ok, l'émotion tristesse est venue, ensuite c'est telle image, ainsi de suite. Donc je les mets sur une liste pour qu'elles ne reviennent plus. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai construit une liste sur laquelle je ne focalise pas, je l'écris, c'est tout, et j'ai fait de la place. C'est une technique que j'enseigne beaucoup à mes élèves pour pouvoir créer de la place pour recevoir des intuitions. Pour ne pas être envahi par les pensées, les choses conscientes, on laisse venir, à la limite, on note vraiment sur une feuille, et on pose, on pose, on pose, et puis plus on pose, plus on ralentit, plus on crée de la place, plus il y a le canal qui se libère pour recevoir des informations pertinentes et intéressantes. Voilà ces les trois techniques que j'ai développées avec le temps qui passe et puis la pratique. Et donc les croyances de partir du fait de vouloir absolument faire le vide à m'allier au mental pour distribuer les tâches. On travaille ensemble, intuition et mental. Et aussi créer de la place, ça ne veut pas dire laisser le vide. C'est important parce que quand on travaille dans la médiumnité ou l'intuition, c'est que les informations que l'on reçoit, ils doivent avoir, on est un récepteur, mais il y a un décodeur. Et ces décodeurs, c'est notre mental aussi. On a un langage, on a un contenu qu'on a appris, acquis, vu, assimilé grâce au mental. Et c'est grâce à tous ces contenus-là qu'on stocke déjà qu'on peut décoder les informations qui nous viennent. Par exemple, plus on prend conscience de nos ressentis, de nos émotions et qu'on les nomme, plus on sera capable de les identifier si on les ressent en intuition. Par exemple, si on assimile en fait l'émotion de la colère, comment mon corps réagit, mon corps physique réagit à la colère, bah, si je ressens en intuition une sensation physique, je peux aussi la décoder en tant qu'émotion. Je vais dire, ok, bah en fait, quand je sens par exemple un nœud, une pression au niveau du plexus solaire, pour moi, c'est identifié à une angoisse, un stress, quelque chose qui me perturbe au niveau de l'anxiété, par exemple. Si je ressens par exemple les larmes monter, bah, je suis plutôt dans une émotion qui serait soit de la tristesse, soit ému par la joie, par exemple. Il faut voir en fait quelle différence il y a dans mon corps, en plus des larmes. Si c'est de la tristesse, qu'est-ce que je ressens de plus? Si c'est l'émotion positive du genre on pleure de joie, bah comment est-ce que je ressens en plus de larmes, autre chose dans mon corps qui me permet de savoir que c'est plutôt de la joie plutôt que de la tristesse, et ainsi de suite. Donc tous les exercices de méditation que j'ai pratiqués au fur et à mesure, toutes les techniques que j'ai fait, je les pratique pas toutes aujourd'hui, simplement parce que j'ai fait un tri. Et au fur et à mesure, j'en dis si d'un coup, ben, j'en ai pas, mais si j'avais une crise de panique, ben, je serais plus dans la respiration consciente, dans quelque chose de beaucoup plus centré sur la remise dans le corps pour me détendre, ou un scan physique, passer en revue tout mon corps pour pouvoir me remettre en fait à aligner un ressenti qui me détend. Si par exemple je vais ouvrir mon canal intuitif, bah, je vais peut-être faire du tapping ou de la liste des courses pour petit à petit créer de l'espace. Donc en fait, avoir expérimenté tous ces types de méditation
m'ont permis de faire du tri dans mes croyances et surtout d'avoir une liste d'outils qui me permettent aujourd'hui de dire, OK, dans telle ou telle situation, je vais utiliser tel ou tel outil. Alors, je vous laisse tester tous ces outils si vous avez envie, m'écrire lesquels vous utilisez au quotidien, quelles techniques de méditation vous avez l'habitude d'utiliser, si ça marche pour vous ou pas. Et si d'un coup vous avez testé une des méthodes que j'explique dans ce podcast et que vous voulez partager comment vous l'avez vécu, c'est avec plaisir. Et si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour que d'autres personnes puissent voir aussi d'autres techniques que vous utilisez. Merci, puis à bientôt. Si tu as aimé ce podcast, merci de le partager, de le liker et de laisser un commentaire. Je serai ravi de lire tes expériences et questions en lien avec le sujet de cet épisode. Si tu souhaites savoir plus sur mes prestations et activités professionnelles, visite mon site internet oui-au-bien-être.ch ou mon Instagram et Facebook du même nom, Oui au bien-être. Merci et à la semaine prochaine.